Chaleur. Chaleur. Tokyo, nuit du 9 mars 1945. La ville était soumise à l'obscurcissement de guerre et au couvre-feu. Les lumières étaient éteintes, la circulation était faible, et les civils vivaient dans de sévères restrictions causées par les pénuries et des mois d'alertes aériennes continues. Aucun d'entre eux ne savait que dans quelques heures, Tokyo serait soumis à une attaque aérienne dépassant de loin tout ce qu'il avait connu auparavant. Le plus grand raid de bombardement incendiaire de l'histoire des opérations de guerre. Au même moment, des milliers de kilomètres au sud de Tokyo, des centaines de moteurs de bombardiers stratégiques B-29 Super Fortress étaient démarrés l'un après l'autre sur les aérodromes des îles Mariannes. Depuis la mi-1944, après la conquête de Guam, Saipan et Tinian, les États-Unis avaient enfin sécurisé une base avancée suffisamment proche pour mener des raids aériens directs sur les îles principales japonaises. Cependant, la tactique de bombardement à haute altitude de jour, utilisée avec succès au-dessus de l'Europe, s'était révélée inefficace au-dessus du Japon. Les premiers raids de bombardement sur Tokyo à la fin de 1944 avaient largement manqué leur cible. Les vents violents à haute altitude poussaient les bombes loin de leur trajectoire. L'épaisse couverture nuageuse perturbait la visée et de nombreux avions avaient épuisé leur carburant et s'étaient écrasés dans l'océan lors des vols de retour. Au début de 1945, le général de division Curtis LeMay prit le commandement du 21e commandement de bombardement, la principale force de B-29 dans le Pacifique, et introduisit rapidement un changement fondamental dans la stratégie. LeMay ordonna la fin du bombardement à haute altitude de jour et passa au raid nocturne à basse altitude, environ 1500 à 2500 mètres. L'objectif était d'éviter le courant G, d'améliorer la précision et d'opérer en dessous de la portée la plus efficace de l'artillerie antiaérienne japonaise et de l'interception par les chasseurs. Simultanément, les bombes explosives conventionnelles furent remplacées par des bombes incendiaires à base de napalm, exploitant une faiblesse critique des villes japonaises. La plupart des bâtiments étaient construits en bois et en papier et étaient hautement inflammables. Pour augmenter la charge de bombes, LeMay ordonna le retrait de presque toutes les tourelles défensives des B-29, ne conservant que le canon de queue, réduisant le poids et permettant à chaque avion de transporter plus de bombes incendiaires. Avant de commencer l'attaque à grande échelle sur Tokyo, les États-Unis testèrent l'efficacité du bombardement incendiaire. Le 4 février 1945, 69 B-29 larguèrent des bombes incendiaires sur Kobe. Le 25 février, 174 B-29 bombardèrent Tokyo à haute altitude de jour, détruisant environ 2,6 km² de la ville. Les résultats dépassèrent ceux des opérations précédentes et renforcèrent davantage la détermination de LeMay à mener une attaque beaucoup plus importante directement sur la capitale japonaise. La cible choisie était le quartier de Shitamachi dans l'est de Tokyo, une zone densément peuplée de classes ouvrières, avec des maisons en bois étroitement entassées et une forte concentration de petits ateliers et d'industries domestiques fournissant des composants à l'économie de guerre. Le renseignement américain estima que la zone couvrant environ 12 miles carrés, environ 31 km², abritait environ 750 000 habitants. Les conditions naturelles et les faiblesses défensives augmentèrent encore le risque. Tokyo venait de connaître une période prolongée de sécheresse, laissant les bâtiments hautement vulnérables au feu. De forts vents du nord étaient prévus toute la nuit du 9 mars, avec des rafales dépassant 100 km/h dans certaines zones. Les forces de pompiers de la ville ne comptaient qu'environ 8000 employés avec un équipement limité. Dans tout Tokyo, seulement 3 camions à échelle étaient capables d'une portée étendue. Pendant ce temps, les abris anti-aériens publics étaient presque inexistants, car les autorités craignaient qu'ils ne sapent le moral des civils. Tous ces facteurs réunis firent de Tokyo à ce moment une cible exceptionnellement vulnérable, une immense ville au bord de l'embrasement en une nuit. Le soir du 9 mars 1945 commença le bombardement de Tokyo, nom de code Opération Meeting House. À 17h30, le premier B-29 décolla de Northfield à Guam. Ensuite, plus de 270 autres avions décollèrent successivement de Guam, Saipan et Tinian, chacun décollant à moins de 50 secondes d'intervalle. Tous se dirigeaient vers un seul objectif,
Tokyo. Au total, 334 B-29 furent engagés dans cette mission, en faisant l'une des plus grandes opérations de bombardement uniques menées par les forces aériennes de l'armée des États-Unis pendant la guerre. Pour préserver la surprise, les bombardiers ne volaient pas en formation dense. Au lieu de cela, ils se dispersèrent sur un large front, utilisant l'obscurité et volant à basse altitude, environ 1,5 à 3 km, pour réduire les chances de détection précoce par le radar japonais et les projecteurs. Ce n'est que vers 22h30, alors que le flux de bombardiers approchait déjà de la terre japonaise, que les sirènes d'alarme retentirent à Tokyo. Cependant, comme la ville était rarement attaquée la nuit, de nombreux civils ignorèrent les avertissements et ne cherchèrent pas refuge, en partie parce que les abris anti-aériens publics étaient largement inexistants. Vers minuit, les stations radars côtières japonaises et les observateurs visuels commencèrent à détecter un bruit de moteur inhabituellement lourd s'approchant rapidement. Le nombre même d'avions et leur altitude de vol inattendue causèrent de la confusion dans le système de défense aérienne. Ce n'est qu'à 0h15 dans la nuit du 10 mars qu'une alerte d'urgence complète fut enfin émise. À ce moment-là, il était déjà trop tard. Peu après minuit, le ciel au-dessus de Tokyo s'illumina soudainement. Les premiers avions éclaireurs américains B-29 atteignirent la cible et commencèrent à larguer des bombes incendiaires de marquage. S'approchant de plusieurs directions, ils disposèrent les bombes incendiaires en forme d'un énorme X au-dessus des quartiers densément peuplés de classes ouvrières près du front de mer, principalement dans les zones de Koto et Chuo, le long de la rivière Sumida et de la baie de Tokyo. Le X enflammé devint rapidement un point de référence visuel distinct pour les bombardiers volant derrière eux. Après avoir accompli leur tâche, les avions éclaireurs se retirèrent. La phase principale du bombardement commença immédiatement après. Vague après vague, les B-29 rugissaient au-dessus de Tokyo, larguant toute leur charge de bombes sur la zone marquée en dessous. Au cours de la nuit, environ 1665 tonnes de bombes furent larguées sur la ville. L'écrasante majorité d'entre elles étaient des bombes incendiaires. L'arme principale utilisée était la bombe à fragmentation de 500 livres E-46, chacune contenant 38 bombinettes au napalm M69. Larguées à basse altitude, les M69 se dispersaient, perçaient les toits minces ou frappaient le sol, puis détonaient après un court délai, éclaboussant du napalm enflammé dans toutes les directions. Entremêlées entre elles se trouvaient des bombes incendiaires de 100 livres M47 remplies d'essence gélifiée et de phosphore blanc qui s'enflammaient immédiatement à l'impact et formaient de vastes boules de feu à travers les quartiers en bois. En peu de temps, des incendies éclatèrent en dizaines de milliers de points dans toute la ville. Au cours des 2 premières heures, les flammes se propagèrent plus rapidement que les forces de pompiers de Tokyo ne pouvaient réagir. Les incendies isolés se fusionnèrent en une zone continue de destruction couvrant la majeure partie du centre-est de la ville. Il en résulta une tempête de feu. Les vents naturels de cette nuit, soufflant à une vitesse de 30 à 45 km/h, attisèrent davantage les flammes, les poussant plus haut et vers l'extérieur avec une force incontrôlée. Seulement 14 minutes après la chute des premières bombes, les forces de pompiers de Tokyo furent contraintes d'admettre une défaite totale. Les rapports envoyés au commandement décrivaient la situation sans détour. Un enfer de feu s'était formé, au-delà de toute possibilité de contrôle. Environ 1 heure après le début du bombardement, les flammes s'étaient déjà propagées au-delà de la zone cible initiale et vers les quartiers voisins. Un immense espace urbain fut englouti par un feu continu, correspondant exactement aux attentes calculées du général Curtis LeMay concernant une tempête de feu à grande échelle, capable d'engloutir Tokyo. Les températures dans la zone en flammes montèrent à des niveaux jamais enregistrés auparavant. De nombreux témoignages indiquaient qu'au centre de l'enfer, les températures atteignirent environ 1800 degrés Fahrenheit, près de 1000 degrés Celsius. La chaleur intense s'élevait rapidement, générant de puissants vents aspirants vers l'intérieur, qui privaient l'air environnant d'oxygène. De nombreuses victimes moururent là où elles se tenaient, asphyxiées avant que les flammes ne les atteignent. D'autres furent tuées par la chaleur elle-même. Les vêtements s'enflammaient spontanément. Les vitres des fenêtres ramollissaient et fondaient, puis se brisaient, tombant en pluie dans les rues. Les fragments fondus frappaient les gens tentant de fuir, adhérant à la peau et aux cheveux, et causant de graves brûlures. Dans les rues de la ville, les habitants de Tokyo fuyaient en panique. Guidés par l'instinct,
Beaucoup se dirigeaient vers l'eau, sautant dans les canaux, les étangs et les rivières, dans l'espoir que l'eau pourrait les protéger du feu. Cette nuit-là, même l'eau n'offrait pas de refuge. À la Futaba Girls' School, dans le quartier de Honjo, des milliers de personnes s'entassèrent dans le complexe scolaire en maçonnerie et descendirent dans une grande piscine, croyant qu'elle offrirait une protection contre la chaleur. Au matin, la scène était terrifiante. Les corps couvraient le terrain. Ils n'étaient pas carbonisés, mais tués par la chaleur, figés dans des positions montrant des tentatives désespérées d'atteindre des niveaux plus frais et plus bas. Plus de 1000 corps furent récupérés du fond de la piscine. L'eau s'était complètement évaporée, transformant la piscine en un piège mortel qui avait effectivement cuit ceux qui y avaient cherché refuge. Ailleurs, des foules désespérées se déversaient dans la rivière Sumida et les canaux environnants. Beaucoup suffoqueraient à la surface car l'air surchauffé contenait trop peu d'oxygène pour respirer. D'autres se noyèrent après avoir été poussés sous l'eau par les masses paniquées. Les corps s'accumulaient et dérivaient le long de la rivière, se coinçant sous les ponts et formant de grotesques barrages humains qui étouffaient le flux de l'eau. Au-dessus de la ville, les B-29 continuèrent à tourner au-dessus de la zone cible pendant plus d'une heure, livrant des bombes incendiaires supplémentaires à l'immense incendie en dessous. La défense antiaérienne japonaise réagit faiblement, exactement comme Lemay l'avait prévu. Certaines batteries antiaériennes et projecteurs détectèrent brièvement les avions américains, mais les B-29 volaient trop bas, trop vite et en nombre écrasant. La plupart des tirs antiaériens furent inefficaces, et les avions de chasse japonais furent largement incapables de décoller ou d'organiser des interceptions dans l'obscurité. Le plus grand danger pour les équipages de bombardiers américains cette nuit-là ne venait pas du feu ennemi, mais de la tempête de feu qu'ils avaient eux-mêmes créée. La chaleur extrême générait de violentes turbulences atmosphériques. De nombreux B-29 furent violemment secoués, subissant des changements soudains d'altitude de centaines de mètres en quelques secondes, alors qu'ils survolaient des colonnes ascendantes d'air surchauffé. Certains avions furent pris dans de puissants courants ascendants et se retournèrent. Les équipages réalisèrent ce qui s'était passé seulement lorsque l'équipement détaché vola à travers la cabine et qu'à travers les fenêtres du cockpit, ils virent l'enfer qui était en dessous, maintenant faisant rage au-dessus d'eux. Plusieurs B-29 qui volèrent directement à travers les colonnes ascendantes de fumée et de flammes furent violemment déviés de leur trajectoire et les turbulences représentaient une menace plus grande que la défense japonaise. Lorsque les portes de la soute à bombe s'ouvraient pour libérer les dernières charges, de nombreux pilotes signalèrent une odeur écrasante envahissant le cockpit. La fumée de la ville en flammes s'élevait à des milliers de mètres dans les airs, portant avec elle l'odeur de chair humaine. L'odeur adhérait aux combinaisons de vol, à l'équipement et aux intérieurs des avions. Et des jours après le retour à la base, elle n'avait toujours pas complètement disparu. À l'aube du 10 mars 1945, le ciel au-dessus de Tokyo brillait encore en rouge, mais les derniers B-29 s'étaient déjà retirés après avoir terminé les raids de bombardement. Les incendies continuèrent à couver dans toute la ville pendant des jours, avant de finalement s'éteindre. Lorsque le jour arriva le 10 mars, Tokyo semblait effacée. D'immenses zones urbaines furent réduites en cendres, décombres et fumées flottantes. Ce qui avait autrefois été des maisons, des temples et des ateliers était maintenant un espace de terre noircie s'étendant aussi loin que l'œil pouvait voir. Les corps gisaient éparpillés dans les rues. Beaucoup étaient morts en tentant de fuir. D'innombrables victimes furent brûlées si complètement qu'il ne restait que des formes humaines ressemblant à de la cendre. Dans certaines zones, les corps carbonisés étaient empilés jusqu'à 2 mètres de hauteur, formés lorsque les gens tombaient les uns sur les autres sans voie d'échappement. Les rivières et canaux traversant la ville étaient remplis de cadavres flottants. On estime qu'environ 100 000 civils de Tokyo furent tués en une nuit. Le nombre exact reste sujet à débat depuis lors, mais la plupart des études placent le nombre de morts entre 80 000 et plus de 100 000, avec environ 40 000 blessés et plus d'1 million de personnes sans abri à cause de ce seul bombardement incendiaire. Il est généralement considéré comme le raid aérien le plus meurtrier de l'histoire du monde. La destruction matérielle infligée à Tokyo fut immense. Environ 15,8 miles carrés, environ 41 km² de la ville furent complètement détruits. Les quartiers est de Tokyo, où se concentraient les quartiers résidentiels denses et les réseaux de petites industries domestiques, furent presque effacés de la carte.
Les évaluations après le raid notèrent environ 267 000 bâtiments détruits. Plus d'1 million d'habitants furent privés de toit du jour au lendemain. La production industrielle dans tout Tokyo chuta d'au moins 50%, car la plupart des petites installations de production intégrées dans les zones résidentielles furent brûlées jusqu'aux fondations. L'impact psychologique sur la société japonaise fut tout aussi profond. Pour la première fois depuis le début de la guerre, de nombreux habitants de Tokyo crurent que l'Empire du Japon ne pouvait plus se défendre. La foi dans les assurances du gouvernement et les slogans promettant la victoire finale commença à s'effondrer. L'enfer de Tokyo devint une preuve indéniable que la guerre était entrée dans une phase nouvelle et destructrice. Du côté américain, le commandement des forces aériennes de l'armée des États-Unis accueillit les résultats avec une satisfaction évidente. Les équipages des B-29 retournèrent à leur base dans les îles Mariannes le matin du 10 mars, portant avec eux l'odeur de la ville en flammes, toujours adhérente à leur équipement de vol et aux intérieurs des avions. Au total, les États-Unis perdirent environ 14 B-29 pendant l'opération, certains du feu anti-aérien, d'autres à cause d'accidents et de graves turbulences atmosphériques causées par la tempête de feu. Environ 90 aviateurs américains furent enregistrés comme tués ou disparus, une perte relativement faible comparée aux destructions infligées. Le général Curtis LeMay et le chef d'état-major des forces aériennes de l'armée des États-Unis, Hap Arnold, saluèrent l'opération comme un succès décisif et une démonstration claire de l'efficacité de la stratégie de bombardement de zone des B-29. L'objectif de détruire le réseau de production de guerre basé sur les ménages à Tokyo fut atteint en une nuit. Ce succès accéléra l'extension d'opérations similaires dans tout le Japon. Dans les semaines suivantes, des villes majeures telles que Nagoya, Osaka et Kobe subirent des raids incendiaires comparables. Dans les mois suivants, plus de 60 villes japonaises furent dévastées par des attaques aériennes, causant des centaines de milliers de victimes civiles et des millions de sans-abri. La campagne de bombardement stratégique ne prit fin que lorsque le Japon se trouva au bord de l'effondrement total. Le 6 août et le 9 août 1945, les États-Unis larguèrent des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Face à des destructions sans précédent, des raids incendiaires qui effacèrent les villes, aux armes nucléaires qui les anéantirent complètement, l'empereur Hirohito annonça la capitulation inconditionnelle du Japon le 15 août 1945, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. En partie grâce à la campagne de bombardement en cours au cours des mois précédents, les puissances alliées n'eurent pas à mener l'invasion prévue des îles principales japonaises. Une opération qui aurait coûté des millions d'existences des deux côtés. À ce jour, le bombardement incendiaire de Tokyo du 9 au 10 mars 1945 est reconnu comme le raid aérien le plus destructeur de l'histoire de l'humanité. L'ampleur de la dévastation et des pertes humaines dépassa celle de toute autre campagne de bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Mesuré au cours d'une seule nuit, le nombre de morts à Tokyo dépassa celui causé par l'une ou l'autre bombe atomique individuellement. Pour cette raison, l'événement reste sujet à un débat éthique intense. De nombreux historiens et critiques affirment que l'incendie délibéré d'une ville remplie de civils constitua une grave violation des principes humanitaires et probablement un crime de guerre. Indépendamment de la façon dont l'histoire finira par le juger, la tempête de feu de Tokyo reste un rappel distinct du coût humain immense de la guerre moderne, un avertissement durable contre la dévastation que la guerre inflige à la population civile.